Je dirais, l'important c'est ce soir d'accueillir Jean-Christophe Doré, donc UFO-Sciences. Moi j'ai découvert à l'Assemblée Générale au mois de janvier à Paris des recueils ufologiques, différents intervenants, dont UFO-Sciences. Donc vraiment, UFO-Sciences est basé sur Rochefort. Le plus référent c'est Mathieu Adler, mais voilà. Dans UFO-Sciences, donc UFO-Sciences c'est un magazine, Jean-Christophe va vous parler plus, mais vraiment, moi je suis très contente d'accueillir Jean-Christophe parce que nous sommes dans la matière, nous avons un intervenant, donc le but de la soirée c'est qu'il va vous présenter UFO-Sciences, il va vous présenter les travaux de Jean-Pierre Petit, et vous pourrez poser plein de questions. Alors le but c'est de ne pas tous parler en même temps, d'être bien dans une dynamique organisationnelle, d'être assez scolaire et de lever la main. Mais nous avons du temps, nous pouvons échanger, nous parlerons en même temps, nous mangerons. Donc quand nous mangeons, il y en a qui se taisent, il y en a d'autres qui parleront. Donc il y a un timing sympa. Et le but vraiment, c'est de pouvoir partager, comprendre ce que fait UFO-Sciences, parce qu'ils sont vraiment sur le terrain. Voilà. Merci. Voilà. UFO-Sciences, c'est une approche scientifique du phénomène ovni, si ça peut passer. Voilà, c'est passé. Et on n'entend pas du tout. Et là, vous m'entendez? Ah oui. Là, je vais parler comme ça. Ouais. Le bien comme ça. Donc, c'est une équipe avec Jean-Pierre Petit. Qui connaît Jean-Pierre Petit ou qui ne connaît pas Jean-Pierre Petit? Qui connaît? Bon, une bonne moitié. Qui connaissait UFO-Sciences au passage? Voilà, donc, je pourrais encore apprendre des choses à certains ce soir. Je ne sais pas si ça passe. Voilà, moi-même, qui gère tout ce qui est à la fois le laboratoire lambda, donc vous verrez tout à l'heure, et tout ce qui est recherche et développement. Mathieu, qui est notre commercial de service, qui normalement fait les présentations, mais il se réserve un peu au Grand Sud-Ouest. Et là, ça faisait un peu loin pour lui de venir de Toulouse. Et qui s'occupe de tout ce qui est procédure sur les réseaux de diffraction et les procédures d'intervention sur le terrain. On a notre électrotechnicien support, qui est Xavier Lafont. Et quelques personnes qui ne désirent pas que leur monde soit cité pour pouvoir continuer à nous aider de façon un peu anonyme. Alors, UFO-Sciences à la base a été créé pour apporter une réponse à ce à quoi vous avez tous été confrontés. Vous verrez que c'est une partie principale de notre démarche. Une photo à notre époque, c'est plus rien. On peut trafiquer n'importe quoi, on trouve sur internet tout et n'importe quoi. Quelle est la meilleure façon pour que les gens voient quelque chose, puissent avoir une donnée qui soit exploitable et qui n'ait pas un refus quand ils présentent leur témoignage en leur disant écoutez, ce que j'ai vu c'est n'importe quoi, c'est une lanterne thaïlandaise, c'est un ovni, c'est. Voilà. Donc nous on se dit s'il y a cliché, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la photo, il faut que ce cliché soit exploitable de façon scientifique. Là c'est l'entrée en matière. Donc l'association a été créée en 2007. C'est bien là, tu m'entends? C'est bien. Voilà. L'association a été créée en 2007 et elle a eu comme principale finalité à la fois la mise en place d'un petit laboratoire de recherche, dont on parlera tout à l'heure, de se doter aussi de moyens d'analyse et de collecte, on verra aussi tout à l'heure, ne serait-ce que pour les clichés et au niveau des témoignages, et d'essayer d'établir un contact avec d'autres groupes. Alors d'ailleurs ce soir, c'en est le bon exemple. Et aussi d'essayer de s'étendre à l'international. Ça, c'est beaucoup plus difficile. UFO-Sciences, on a plusieurs cordes à notre arc. La première va concerner l'acquisition des données, mais aussi la recherche expérimentale, la surveillance du ciel, le prélèvement d'échantillons, et tout ça centralisé dans une base de données consultable. On va commencer par l'acquisition de données. Donc, la première chose à faire, qui est la diffusion des réseaux de diffraction. D'ailleurs, ce soir, pour ceux qui n'en ont pas, nous en offrons un à chaque personne.
Voilà, on vous expliquera comment l'utiliser, sinon vous pourrez aller sur notre site pour récupérer l'information. Alors la diffusion des réseaux de diffraction, pour revenir, parce que j'ai eu une question tout à l'heure en disant les réseaux de diffraction, ça sert à rien. Les réseaux de diffraction, c'est quand même quelque chose qui a été inventé en 1952 par le Air Force. Lorsqu'il y avait des tas d'objets qui survolaient le territoire américain. Et ils ont équipé les avions avec ça pour essayer de choper justement des informations sur la nature de ces objets. Il y a sûrement eu des résultats, puisque quelques années après, ils ont tout arrêté. Donc je pense que quand les Américains arrêtent quelque chose, c'est qu'ils ont eu des informations. Ils ne vont pas beaucoup plus loin. Mais ils ont aussi communiqué au niveau des citoyens dans la revue qui s'appelait, je crois, Popular Mechanics. C'est une revue américaine qui est l'équivalent chez nous d'un Sensei un peu technique, où ils proposaient aux citoyens d'équiper leur appareil photo d'un réseau de diffraction et en cas d'observation, de prendre une photo et de l'envoyer à l'observance. C'est une chose qui aurait dû être reprise dans les années 80 par le GEPRAN de l'époque. Ils en avaient fait fabriquer un petit millier qu'ils avaient distribué à la gendarmerie à l'époque. Sauf que les gendarmes ne sont peut-être pas les meilleurs dans ce genre de situation, puisque quand ils arrivent sur un lieu ou d'atterrissage ou de témoignage, ils arrivent après. Donc les fenêtres photographiées, ça sert strictement à rien. Ils ont dû finir dans le tiroir de gendarmerie avec l'appareil photo qu'elle est avec. Il était prévu, j'ai pu lire ça dans un dossier, qu'ils reprennent la distribution des réseaux de diffraction il y a 7-8 ans. Donc vous pouvez constater que le GEPRAN là-dessus est resté très silencieux. Donc on fait aussi l'analyse de ces clichés, forcément, puisqu'on a mis en place toute une procédure d'analyse de clichés. Et une chose dont Mathieu a commencé à faire, est aussi l'analyse acoustique, puisque parfois il y a ou il n'y a pas de bruit dans une observation. Acoustique. Alors je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, à gauche, on a réussi à avoir un cliché de l'observation qui a eu lieu vers Toulouse en 2008. La personne qui a pris les photos a accepté de me donner un cliché. Et à droite, des lanternes thaïlandaises. Alors ceux qui sont dans le fond, ils doivent voir des jolis points lumineux, légèrement flous en plus. Voilà, on vous donne ça. Sérieusement, entre nous, que pouvez-vous en faire? On peut absolument rien faire, à part constater que c'est vert d'un côté et rouge de l'autre. Mais bon, voilà, ça va s'arrêter là. Alors la question est comment peut-on analyser ces phénomènes? Il y a un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure, en prenant un cliché spectroscopique. On continuera à rentrer dans le truc après. Donc la spectroscopie, ce qu'il faut dire, c'est quand même, on n'a rien inventé, hein, les astronomes l'utilisent pour déterminer la composition des étoiles, donc qui sont quand même relativement lointaines, leur permet de déterminer la température, s'il y a des champs magnétiques autour de ces étoiles. Et effectivement, tous les phénomènes qu'on peut observer sont aussi des phénomènes lumineux. Donc on peut très bien se dire que l'utilisation de la spectroscopie, dans ce cas-là, est aussi indispensable. La spectroscopie, si on rentre un petit peu dans le détail, ou pas, voilà, un petit délai. Donc c'est tout simplement la décomposition de la lumière, comme le fait un arc-en-ciel. La lumière, je ne sais pas pour ceux qui ont un peu de souvenir, est composée de différentes longueurs d'onde qui, additionnées les unes aux autres, donnent une lumière blanche. Oui. L'arc-en-ciel le fait, le prisme le fait, et on trouve un petit objet, qui est celui qu'on vous distribuera dans la soirée, qui est une petite diapositive, sous la forme d'une diapositive, qui est un réseau de diffraction qui fait la même chose que des gouttes d'eau pour un arc-en-ciel ou qu'un prisme. C'est-à-dire qu'il va décomposer les lumières dans ses constituants. Alors, l'utilisation est super simple parce que il se met devant un appareil photo, donc n'importe qui a un téléphone maintenant ou un smartphone de qualité correcte avec 3 millions de pixels, et il permet donc de décomposer la lumière, c'est super facile à transporter parce que vous verrez, ça se met dans un portefeuille, on l'a toujours à portée de la main. Donc quel type de données peut-on obtenir, nous, si vous utilisez ce système-là pour une photo? Dans le cas, nous avons quelqu'un qui nous a fait une superbe photo de lanterne thaïlandaise avec un spectre. On a obtenu un spectre. Voilà, vous voyez, ce sont les petits arcs-en-ciel qui sont à gauche et à droite de la lumière. On peut obtenir, comme on vous disait tout à l'heure, la composition chimique de cette lumière. Donc on peut savoir si c'est du carbone, de l'hydrogène, des tas d'éléments chimiques. Sa température, éventuellement détecter s'il y a une présence de champ magnétique. Alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est la physique. Un spectre, c'est l'empreinte digitale d'une source lumineuse. Chaque source lumineuse a son empreinte qui lui est propre. Si vous regardez dans la rue les réverbères, comme ils sont tous les mêmes, ils ont tous la même empreinte. Et on peut dire que c'est un réverbère. En simplifiant. Alors là, c'est une photo qu'a réalisée Mathieu il y a quelques temps.
qui regroupe pas mal de sources lumineuses et différents spectres. Donc on peut voir par exemple à droite le spectre de la Lune, qui donc continue, hein. Vous voyez, il fait bleu, rouge, vert et rouge, et qui n'est autre que le spectre du Soleil, puisque c'est la lumière solaire qui est reflétée sur la Lune et qu'on récupère. Donc le Soleil est exactement le même. On en a au milieu, il y a juste des petits points de couleur, donc du bleu, un peu de vert, un peu de rouge. Ça, généralement, d'habitude, je peux vous dire, c'est des économies d'énergie. Après, au-dessus, on en a d'autres qui sont verts et orange avec une petite fente au milieu. Et ça, ce sont des réverbères sodium. Alors en France, je suis désolé, on a l'habitude parce qu'on les voit passer. Et chaque lumière présente sur cette photo a sa propre signature. Donc un objet qui serait amené à passer à l'intérieur, on pourrait déterminer sa composition. Je ne vais pas dire ce que c'est, sa composition. Alors, je vais vous montrer quelques extraits de spectres. Hein. Donc là, par exemple, on a le spectre du néon. Alors le néon, ce n'est pas les tubes néon. Hein. C'est les petits voyants rouges qu'on trouve sur les rallonges électriques ou des choses comme ça. C'est le gaz néon. Là, on a le sodium. Donc c'est par exemple le sel marin. C'est le du sel marin que vous prenez en photo avec un réseau de filtration. Vous verrez ce genre de choses. En dessous, on a le gaz argon. Et en dernier, l'hélium. Vous voyez que chacun des éléments simples chimiques, hein, parce que là on a le néon, le sodium, l'argon et si l'autre voulait bien arriver, l'hélium, ils ont chacun des vraies caractéristiques. Voilà, on ne peut pas se tromper. Voilà. Chaque couche correspond évidemment à une longueur d'onde, mais ça, alors on a pour projet, c'est toujours en projet parce que Apple nous fait des misères sur les évolutions de logiciels, d'intégrer tous les spectres qu'on a pu récupérer dans une application iPhone ou Android si on trouve un développeur Android, pour permettre justement, pas faire une analyse, mais au moins une comparaison de quelque chose qu'on aurait pris pour pouvoir déterminer si évidemment ça nécessite un examen plus poussé. On va passer à la deuxième partie de nos travaux, qui est la recherche expérimentale. Alors ça, c'est un domaine où je vais parler un peu de Jean-Pierre Petit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir un peu ce qu'il a fait. Pour ceux qui le connaissent, ça leur rappellera des souvenirs. Donc la recherche expérimentale, chez nous, c'est la création d'un laboratoire de recherche sur la propulsion MHD. Propulsion MHD, qui en a déjà entendu parler, ou plutôt qui n'a pas déjà entendu parler de propulsion MHD? Super. On va se faire un cours de physique. Pour ceux qui sont un peu curieux, la totalité des travaux qui sont faits par ce laboratoire, je ne vais pas rentrer non plus dedans parce qu'on a un site. Hein. Donc là, pour Laboratory of Applications of MHD, c'est tout en anglais, voilà. Chose qu'on est obligé de faire, puisque comme on publie, quand on fait des publications scientifiques à l'étranger, il faut passer par l'anglais obligatoire. En français, déjà en France on a des problèmes, alors à l'étranger. Voilà. Alors, tout a commencé concernant la MHD et Jean-Pierre Petit dans les années 77, lorsqu'il a été publié au compte rendu de l'Académie des sciences un papier sur la faisabilité d'un appareil volant non conventionnel. Je synthétise un petit peu ce qu'il y a. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Pierre Petit est le directeur de recherche du laboratoire Lambda, mais aussi le président de l'association de confiance. Né en 1937, il a fait l'école nationale supérieure de l'aéronautique de Paris, ancien directeur de recherche au CNRS, professeur d'astrophysique et en cosmologie, pionnier dans le domaine de la MHD, et ses travaux furent présentés la première fois à Varsovie en 1968. À l'époque, il ne travaillait que sur des générateurs MHD. C'était l'époque pré-crise du pétrole. On cherchait d'autres moyens pour produire l'énergie. Et à l'époque, ils avaient utilisé un système où ils faisaient parcourir un gaz chaud dans une tuyère, soumise à un champ magnétique très très fort. Il y avait des électrodes de chaque côté et ils récupéraient l'électricité. La MHD, on aura la définition tout à l'heure Wikipédia, c'est ce système-là. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il faisait passer ce gaz à l'intérieur de cette tuyère, se formaient des ondes de Mach, enfin les fameuses ondes de Mach qu'on voit quand un avion dépasse le mur du son. Et il s'est dit, si j'arrive à générer des ondes de Mach avec un champ magnétique, est-ce que je peux les supprimer avec le même champ magnétique? Et tout a démarré là. Depuis 1992, il a dû aussi arrêter les recherches dans ce domaine-là. Pour ceux qui ont lu ses livres, vous savez très bien pourquoi, hein, l'armée a mis son temps et il ne veut pas collaborer avec l'armée. Du coup, depuis, on l'a un peu poussé à continuer. Il a arrêté une course réservée sur la cosmologie avec 4 publications en moins de 2 ans, ce qui est quand même pour un retraité dans ce domaine-là pas mal. 3 autres ont été soumises hier soir, si j'ai bien travaillé, et on espère avoir des résultats positifs. Il faut à peu près 2 mois pour savoir si c'est accepté ou pas.
Revenons à la magnéto-hydrodynamique. Alors, je vais vous mettre la définition pour ceux qui n'arrivent pas à la lire. Je vais leur faire la lecture. Donc la définition Wikipédia, la magnéto-hydraulique, on va dire MHD pour gagner du temps. Je sèche un peu. Voilà. C'est une discipline scientifique qui décrit le comportement d'un fluide conducteur de courant, de l'eau par exemple, ou un gaz ionisé, qu'on appellera plasma, en présence de champs électromagnétiques. Voilà. Donc MHD, on a un fluide conducteur, de l'eau ou un gaz, et un champ magnétique, pour résumer. Je ne sais pas, certains se souviennent de la règle des 3 doigts. Ça parle à certains encore? La règle des 3 doigts. La règle des 3 doigts, hein, on la voit sur la droite. On prend un objet, on le soumet à un courant qu'on pousse qui va dans ce sens, un champ magnétique qui va comme ça, qui est mon index, ça crée une force perpendiculaire. Voilà. Alors, la dérivation de ce que je disais tout à l'heure sur la suppression du nombre de Mach, il s'est rendu compte aussi qu'on pouvait déplacer un liquide. Et déplacer un liquide, quelque part, c'est un nouveau moyen de propulsion, sans pièces mécaniques. Alors, certains sont peut-être déjà à même de ce genre de communication, peut-être d'autres moins. Il a fait une expérience que vous pouvez tous faire. D'accord. C'est de prendre un aimant cylindrique, avec une polarité face à face, de mettre 2 électrodes à gauche et à droite, une source de courant, et l'eau va se déplacer autour. On fait bouger l'eau sans pièces mécaniques. Voilà les photos d'époque. Donc l'entraînement du fil se fait en haut, tourne autour de l'objet et évacué vers le bas. Alors pour ça être encore plus fort, c'est qu'il y a eu une application dans les années 90, un bateau japonais, le Yamato, qui a utilisé ce système pour se propulser. Il avait 2 propulseurs, on voit en bas, qui est le gros truc noir, il y en a 2 de chaque côté, il y a une espèce de cylindre dans lequel l'eau était aspirée et repoussée à l'arrière. Seulement ça avait un gros souci, c'est que la vitesse était de 14 km/h. On se met un courant monstrueux et passer plus de temps à frire les poissons qu'à avancer. Voilà. Donc, les rendements étant ce qu'ils étaient à l'époque, puisque pour avoir des champs magnétiques efficients, il faudrait des supraconducteurs. Les supraconducteurs, à l'époque, ou qu'ils ont réservé des applications militaires. Voilà. La question est, c'est que ces réalisations industrielles qu'on fait, ça fait plupart du temps du domaine expérimental parce qu'on n'a pas forcément accès aux technologies telles que les supraconducteurs. Mais il y en a bien d'autres qui, elles, sont par contre couvertes du secret militaire. Et pour une raison, j'allais dire, qui est relativement simple si on se place dans la peau d'un militaire. Vous allez voir tout de suite le petit cours de physique. On a ce qu'on appelle l'analogie hydraulique. Dans les années 40, lorsqu'ils faisaient des études de profil d'avion, ils n'avaient pas de soufflerie. Ils le faisaient dans des bancs où ils faisaient couler de l'eau. Ça leur permettait de voir la façon dont l'eau se comportait, donc l'eau est un fluide, comme l'air, autour d'un profil. Et à une certaine vitesse, même un bateau, vous voyez pas loin dans la Loire, lorsqu'un bateau se déplace, il crée à l'avant une vague d'étrave et à l'arrière une vague de peau. Un avion, lorsqu'il vole autour de son profil d'aile, c'est la même chose. Ici, on voit très bien une balle de fusil. Un avion. Un avion avec un autre profil. On les voit très bien. Et une capsule en rentrée atmosphérique. Là aussi, on voit très bien l'onde de Mach. Avec son thésard dans les années 80, où il a démontré physiquement et théoriquement et expérimentalement qu'il pouvait supprimer ces vagues d'étrave. Il a imaginé un bateau qui se déplacerait, il n'y aura pas de vague à l'avant, il n'y aura pas de vague à l'arrière. Si vous ramenez ça à un avion, c'est un avion qui se déplace sans bande sonore à vitesse hypersonique. Ça apporte un avantage technologique, c'est énorme, sachant qu'un avion à Mach 2 qui aspire 20% de son carburant à générer ces systèmes. Le fait d'entendre ça permet de se dire qu'il y a une technologie qui peut être quand même conséquente. Hein, vous pouvez aisément faire le parallèle. Hein. Voilà. J'en ai pas parlé, mais effectivement, grande vitesse, pas de bruit et lumineux, parce que vous allez voir après ce qui est lumineux, ça rappelle des choses. Donc, d'un côté, l'hélicoptère, et de l'autre côté, un profil qui ne vous est pas inconnu. Et on va rentrer tout de suite dans le domaine de ce qu'on a vu au tout début, qui a été publié en 1975. Les fameuses aérodynes, on les appelle lenticulaires, pour ne pas dire les secours-volants. Pour rester, c'est politiquement correct. Voilà. Donc, voici, on est obligé de dire ça, c'est sinon. D'ailleurs, dans certaines publications scientifiques, on a réussi à le placer. Ah ouais. Et nous avons introduit dans des colloques scientifiques sérieux, où on parlait de fusées, d'armes de destruction massive, ce profil-là. Ah oui. Voilà.
avancer doucement, toujours avec le mot aérodynamique lenticulaire. Ah oui. Voilà. Donc la première communication qu'on a fait après expérimentation, ça a été en 2010, donc en forêt, Oui, ça. où on a été expliqué comment on arrivait à plaquer justement ce gaz ionisé à la paroi, parce que c'est là où c'est le plus efficace. Il y a de très jolies images, voilà, on voit. C'est joli, hein? N'hésitez pas juste. C'est très parlant. Là, on utilise pour ce genre de choses des champs magnétiques très intenses par rapport à la taille de ce qu'on utilise. Et le problème, c'est que lorsqu'on utilise ce champ magnétique, ça crée des perturbations. Et ces perturbations ont l'effet inverse de ce qu'on cherchait. On perd en efficience. C'est comme si on voulait avoir un économiseur de carburant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur une voiture, mais on roulait avec les portes ouvertes. Voilà, donc ça a été la deuxième publication qu'on a fait à Prague. On a utilisé un système avec des champs magnétiques justement pour guider ce qu'on appelle le streamer, qui est la décharge de plasma. La deuxième chose, donc une fois qu'on a réussi un petit peu à annihiler cette perturbation, on s'est dit, bon ben voilà, ça va d'accord, il faudrait peut-être qu'on arrive à l'utiliser pour déplacer l'air. Et là, voilà ce que ça donne, c'est qu'au-dessus, vous avez le schéma de toujours de nos deux assiettes, de notre aérodynamique lenticulaire, c'est il faut être précis. Il faut être précis. C'est des scientifiques. Ah non, il faut être super précis. Avec des composés haut et bas à gauche et à droite, où l'effet va d'un côté aspirer l'air et de l'autre leur souffler. Ça donne de très jolies images qui rappellent peut-être encore certaines choses. Vous constatez les hublots, ils ne sont que des électrodes. Ouais, c'est ça. Mais, et voilà ce que ça donne lorsqu'on réussit à le faire avec. On est allé les présenter, c'est la suite, en 2013 à Kingston. Mais ça date des À travaux Kingston, aux États-Unis. On a fait voilà, un magnifique poster où on a repris l'intégralité des travaux depuis les débuts de 2010. Quand on regarde, parce que de temps en temps, il y a des choses assez jolies. Pas forcément d'une utilité scientifique, mais tellement belles qu'on les prend en photo. Je me permets de vous les présenter. Ah oui. Voilà. Ah ouais. C'est pas des images de synthèse, je précise, ce ne sont pas des images de synthèse. Celle qui est là au milieu à gauche, c'est une maquette que j'ai récupérée de Jean-Pierre qui date des années 75 où justement il faisait les expérimentations. Et celle en haut à droite là? Celle-là en haut à droite, ça je me suis un peu amusé à le faire, normalement c'est un gif animé mais ça passe pas, ça tourne un peu. Troisième point, la surveillance du ciel. Voilà. Là ça va m'intéresser certains. Là normalement. Voilà, là, je vous en ai. Que les langues se délient, que les langues se délient. Voilà. Donc surveillance du ciel, on part du principe que passer des nuits entières dehors à se geler les oreilles. Pour ceux qui en ont. Voilà. Avoir les doigts gelés dans l'attente d'un hypothétique objet qui passerait, nous on est franchement fait on peut faire dormir la nuit et laisser les machines travailler pour nous. Donc on s'est dit on va développer des systèmes qui vont traquer les Lenticulaire. les aérodynamiques lenticulaires ou autres à notre place. Nous, à la limite, on récupérera les ordi et on va les laisser bosser un peu. Donc on a mis en place, on développe des nouveaux systèmes de détection automatique, je ne sais pas si certains l'ont vu, entre autres on a un système de radar optique qui suit, comme le ferait un anticipé, avec une caméra, l'objet qu'il a attrapé là. On a fait des tests en conditions réelles. On a même un petit reportage, je vais faire un peu de pub, je vous engage à aller sur le site Science, il y a plein de vidéos de ce qu'on fait. Et vous pouvez le voir, il dure 2-3 minutes, on a rendu service à des jeunes en école de cinéma en plus, qui ont eu leur diplôme, peut-être pas grâce au fond, mais au moins pour la forme. Hop. Et alors le premier modèle qui a été conçu, voilà, le nom, il était vert grenouille. Alors, petit détail technique pour vous expliquer comment ça marche. On a un espèce d'œil qui filme sur 360 degrés, qui détecte où arrive l'objet, envoie les coordonnées de déplacement de cet objet à un robot qui lui va l'accrocher comme le fait un radar classique et le suit. Et à partir de là, dessus, on monte de l'outillage optique, des caméras spectroscopiques, on peut même monter sur la dernière une caméra classique et j'ai même monté un télescope, ça bouge.
Voilà, ça fait partie des systèmes qu'on conçoit, et on en conçoit aussi tout un tas. Alors j'en ai une, si vous voulez, que je vais après passer tout à l'heure, qui est la toute dernière, qui est celle en haut à gauche, sur laquelle on travaille depuis presque un an. Ça serait de permettre au grand public d'en acquérir une à moindre coût. Alors je ne peux pas annoncer des tarifs, mais là on essaye de tourner entre 100 et 120 euros. Ah oui, c'est pas cher. Ce qui est abordable. C'est donné, hein. Le projet en cours qui est très lourd, qui va impressionner certains, on a fait l'acquisition d'un gros véhicule. Ah oui. Oh là, Voilà. un tout-terrain. C'est l'ancienne ambulance de l'armée et qu'on est en train de transformer en laboratoire de débat. Aussi, gros boulot. Donc là, par exemple, l'idée, ça serait de se déplacer au col de Vence, éventuellement, de faire quelques observations. On pourrait dormir à l'intérieur au lieu de se geler les oreilles par an. À l'extérieur, avec la cafetière, la totalité. Et tout ça sur le corps. Alors là, c'est un autre domaine que je maîtrise pas trop, je vais donc le passer, je suis désolé, un peu vite, parce que là, c'est Mathieu qui fait tout ça. Il concerne tout ce qui est prélèvement d'échantillons, mais après atterrissage. Ouais. Alors déjà, les observations, on a du mal. Alors, un atterrissage, depuis les années 50, Ouais. je sais pas, toi, t'avais non? Non. On a mis en place toute une série de procédures et d'interventions sur le terrain pour que toute personne qui serait amenée à constater un atterrissage ne pollue pas le site. Donc on a aussi étudié le rayonnement infrarouge. Donc là aussi avec l'utilisation de caméras infrarouges, sachant que pour le terrain des mortels, voire pour les associations, on trouve des systèmes hyper abordables maintenant. Je l'ai utilisé à l'hôtel et ça se fixe sur un iPad. Ouais. Ça vaut 200 euros. Ce qui n'est pas pour une caméra thermique, ce qui n'est pas du tout. Ils sont en train de laisser frire tous les téléphones. Je fais la pub pour faire, ils vont le faire pour tout type de téléphone. Donc des procédures sur le prélèvement sur les terrains, sécurité des personnes, balisage du terrain, préservation des échantillons, transport jusqu'à un laboratoire d'analyse. Je conseille même de trouver un laboratoire d'analyse connu. Donc faire, ça évitera qu'après les résultats soient bien connus. Ouais, vous faites pas les analyses encore? Non, pas Alors, encore. on a eu, au début de l'association, on a eu quelqu'un qui était dédié purement à ça, qui a mis en place aussi des procédures d'analyse, et on s'est dit, si nous on fait l'analyse, on apporte la preuve de l'analyse, Ouais. il n'y aura aucune valeur. On va à l'inverse de notre démarche qui est de dire on a des preuves physiques, scientifiques, on ne va pas casser ce qu'on a mis en place. Et alors la dernière d'ailleurs, qui est donc la centralisation de toutes ces données. Donc là aussi, je vais passer très vite. Donc on a mis en place une base de données à la fois des specs. Bon, vous avez pu voir pour ceux qui vont sur Facebook, on demande aux gens qui ont un réseau de façon de nous faire des clichés. On les aide à faire le meilleur cliché possible et ces clichés-là, après, on les intègre dans une base de données où on référence tout type d'appareil photo, tout type de focal et tout type de source lumineuse. On arrive aussi à les géolocaliser, donc ce qui permet, maintenant avec nos smartphones, on sait où a été prise la photo, on sait où quel type de source se trouve. On arrive à en avoir un petit peu partout dans le monde. On a de Corée, on a d'Islande, on arrive à en avoir d'Afrique. Et petit à petit, au niveau international, les gens nous envoient des sources lumineuses. On a l'accès à la base de données, donc elle est disponible sur notre site. N'importe qui peut y aller pour récupérer des informations sur les appareils photo. Et les clichés d'OVNI, vous en avez reçu des coups? Qu'est-ce que tu entends pour toi? L'anticulaire. L'articulaire. On a eu beaucoup de photos d'objets qu'on n'a pas pu identifier. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça marche. Mais pas par l'objet, par la qualité de la photo. Ah oui, à cause de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous envoient des photos qui n'ont pas été prises avec un réseau de photos. On les remercie gentiment, ils n'ont plus rien en faire. Et ceux qui l'utilisent sont pleins de bonne volonté, ils ne se sont pas entraînés avant. Ouais. Donc on a le spec, mais on n'a plus le budget. Moi j'ai besoin des deux pour calculer. Voilà. Donc la géolocalisation des clichés au niveau national et tout ce qu'on a pu distribuer au jour d'aujourd'hui comme réseau de diffraction de façon bénévole et gratuite. On continue de le faire, on fait juste payer une enveloppe pour le mettre dedans. Donc presque 4000 on va dire en France. 60 aux États-Unis, en Amérique du Nord, une dizaine en Amérique du Sud, un petit peu dans les pays du Qatar, en Inde 11, 4 en Madagascar, 60 dans les pays de l'Est. Il n'a pas voulu répondre tout à l'heure.
pas entendu, je suis je pense que On va commencer déjà par les choses de dimension raisonnable, parce qu'on n'a pas bien fini la place, on avait eu pour le projet quelqu'un qui voulait financer un local, ça tombe un petit peu à l'eau et je travaille toujours dans un tel carré. Donc pour tout ça, ça fait un peu... voilà. C'est un petit peu les SDF de leur vie. qu'est-ce que fait le GEPAN en fait? Demandez-leur. Procédure d'analyse, voilà, pour les mercredi. Non mais le GEPAN, il faut bien comprendre qu'il a une utilité d'État. Il est là pour récolter des témoignages et rassurer la population. C'est tout. Il est juste là pour ça. Il ne faut pas leur en demander plus. Ils sont là pour rassurer la population. Et donc, on ne peut pas non plus trop leur taper dessus parce qu'ils ne font que pour ceux pour qui ils sont payés. Et puis voilà, c'est comme un gendarme ou un policier, il fait son boulot. J'ai pas d'avis sur les drones, tu veux parler des drones finis, des drones... Les drones qui circulent, je dirais avec le matériel. Moi, je dirais une chose simple, concernant les événements que je voulais voir sur les centrales nucléaires. Après, je pense que c'est toujours dans le domaine de rassurer la population. On a quand même un nucléaire qui est pour les terroristes une cible facile. Là, c'est peut-être pas des terroristes, ou alors on n'est pas au courant. Mais, excusez-moi, c'est le cas. Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus dire aux gens, désolé, on a des centrales nucléaires. Si elles explosent, tous ceux qui sont dans 200 km autour, c'est fini pour vous. Non mais par rapport... Enfin, ça se comprend. En astronomie, on a un instrument qui est calibré, c'est-à-dire que la source observée est toujours au même endroit sur le capteur et son spectre est toujours au même endroit sur le capteur. Lorsqu'on utilise un appareil photo, il va se déplacer en fonction si on cadre ou pas la photo et nos objectifs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils déforment toujours. Surtout sur les compacts et les grandes focales, généralement sur les côtés c'est un peu tendu. Et lorsque l'objet est à cet endroit-là, le spectre n'est pas à la même distance, on calcule la distance de la source que si c'était au centre. D'où cette phase de calibration. Si je peux me permettre, quand vous photographiez un objet qui se déplace, si vous ne bougez pas et que l'objet bouge, ça fait une traînée et la photo est presque sur la tête. Alors vous prenez votre appareil, vous visez au centre l'objet, vous continuez à l'observer, vous déclenchez, vous continuez à bouger en même temps. Juste une petite info, dans le cadre de l'utilisation d'un spectroscope à une planète, que l'objet soit flou ou pas, on s'en fout complètement. Parce que comme il va se déplacer, il aura impressionné avec le spectre tout le long. On aura la traînée à la fois de l'objet et aussi la traînée du spectre, ce qui est vachement plus utilisable qu'une photo floue. J'ai rien dit alors. C'est un très très bon exemple parce qu'effectivement. Si je synthétise, l'objectif de Faux Science, c'est d'apporter la preuve scientifique Tout à fait. du phénomène Tout à objectif. fait. C'est aussi prendre la défense des témoins parce que quelque part, un témoin qui témoigne, dans le meilleur des cas, je s'appelle un associé, enfin voilà, c'est. Voilà. Voir les trois en même temps. Je pense que de toute façon, le système de la bonnette, c'est ce qui pourra, à notre avis, sauver les témoignages, tout simplement parce que plus de personnes seront équipées, plus statistiquement on pourra avoir un cliché exploitable, et plus ça pourra aller à l'encontre de ce qu'on nous dit depuis des années. Alors là, c'est en fait c'est un vrai message, c'est un vrai appel aux utilisateurs d'utiliser le réseau de diffraction pour que chacun puisse avoir sa petite bonnette dans la poche. Le jour où il a la chance de faire une observation, une énième observation, qu'il puisse apporter la preuve scientifique. N'hésitez pas, lorsqu'on vous aura distribué le réseau de diffraction, faites des clichés, entraînez-vous, envoyez-les-nous, on répond tout le temps. On vous expliquera si votre photo est correcte, si elle n'est pas correcte, quel correctif faire sur votre appareil photo ou comment prendre la prochaine vidéo. Ça marche aussi en vidéo, en fait. Mais Jean-Christophe, donc le réseau, on le pose juste devant l'obturateur. Ouais. Je vais essayer de le faire. Mais alors si on bouge, c'est pas un souci quand même parce que... Alors, même si l'objet est flou, on aura toujours un spectre. Et ce qu'on veut, c'est pas la source, c'est le spectre. On a juste besoin de la source pour déterminer les longueurs d'onde. Donc si elle est floue, on s'en va du moment qu'elle est là. Donc vous avez tous compris. C'est relativement simple, mais il faut essayer. Donc il y a un souci avec certains objectifs, ceux qui utilisent l'appareil pour le communiquer,
Parce que si on fait le focus, le temps de faire le focus, la photo ne se prend qu'après le focus. Et ça, c'est la Donc il y a des technique, principes. c'est la technique de l'appareil photo. Qu'il y ait un réseau de diffraction ou pas, l'objet il est parti avant même que la photo soit imprimée. Chose aussi que nous on déconseille, parce que ça marche pas, il ne faut pas, lorsqu'on utilise celui qu'on va vous distribuer, il ne faut pas zoomer. Il ne faut pas zoomer, non, parce que comme c'est une question de distance toujours équivalente entre la source et le spectre, si vous zoomez, vous allez tout simplement réduire le cadre autour de la source et le spectre qui sera devant. Faites des essais, vous allez vous en rendre compte vous-même. Jean-Christophe, redis ce qu'il faut faire. Alors, je vais revenir. Je vais revenir. Si je retrouve je pense que celle-là doit faire. Voilà. Avec 3 verts, 3 rouges. La photo de gauche, elle est nickel. Ce serait la photo ultime qu'il faudrait avoir. Il faut vraiment que ce soit centré. Là, on a poussé à l'extrême. Avec vraiment, on voit que la source lumineuse, elle est vraiment ponctuelle. À droite, on était à peu près. Donc ça, si vous faites des tests, celle de gauche est bien. J'aurais bien aimé l'autre. Et ça permet simultané aussi de voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'attends un peu pour la prendre. Et surtout, c'est juste à positionner comme ça. Vous avez l'appareil d'une main, vous mettez le réseau de diffraction dans l'objectif, vous déclenchez. En le gardant le plus blanc possible. Sinon, ça fait des étapes. Mais ça nécessite un petit peu de pratique. Il ne faut pas croire que parce qu'on l'a, on va pouvoir s'en servir tout de suite. Il faut au moins faire 3-4 clichés pour comprendre. Les phares de voiture. Ah oui, ah oui, vous pouvez aller à l'aéroport aussi, photographier des avions, c'est sympa. Ça marche pour les objets stellaires, non? Les, pardon? Pour les objets stellaires, ouais, si on passe en pause. la Lune, ou en tout cas. Ah oui, tout à fait. Alors la Lune, très bien, le Soleil, non, enfin, ça marche, ne le faites pas. Les planètes, Oui, oui, tout à fait. Moi, je vois un petit peu pour conclure, parce que j'arrive enfin à la fin. Au bout de 54 minutes, tu vois, c'est quand même... Voilà, donc montrez votre réseau. Faut pousser les gens à en demander, à les utiliser, et on peut compter que sur vous, parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais le bouche à oreille fait que, et on a lancé un petit concours, vous allez en connaître certains. Voilà. Voilà. Prenez-vous en photo avec un réseau de diffraction. Oui, c'est vrai. Et on en a plein d'autres, hein, mais on a mis un petit peu les... Voilà. Et ça permet justement de dire aux gens, bah voilà, moi aussi j'ai un réseau, moi aussi je peux potentiellement participer à l'opération. Et là, normalement. Donc, vos questions. Ce que je voudrais dire, juste en aparté, je trouve que l'existence du faux science, c'est vraiment ce qui va permettre demain d'apporter une preuve irréfutable scientifique qui fera demain bouger les politiques. Et quand les gens auront tous leur réseau de diffraction, qu'il y aura des dizaines de clichés qui seront montés, que demain on aura donc des preuves irréfutables, là peut-être que les politiques bougeront. C'est aussi le but de l'association des rebelles écologiques, c'est de pouvoir un jour apporter une preuve, des preuves irréfutables, et qu'on ne soit plus considérés comme des doudingues. Donc voilà, en cela, la présence, l'existence de faux sciences, c'est vraiment des avancées, et ils ne sont pas tout seuls. On s'aperçoit qu'il y a plein de groupes comme ça qui sont en train d'œuvrer pour remonter ces